Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes, c'est ce moment de l'année. Aujourd'hui, on fait nos pronostics pour la saison 2025. Le duel entre coéquipiers, championnat pilote, championnat constructeur, paris spéciaux, mercato, on va tout aborder, mais évidemment, comme chaque année, vous pouvez aussi donner vos pronostics, que ce soit dans les commentaires ou dans le grand sondage de la communauté disponible en description. Et j'ai hâte d'avoir vos pronostics et vos ressentis, mais avant de démarrer, un petit disclaimer comme chaque année, cette vidéo est la moins sérieuse et la moins sourcée que je ferai en 2025, car elle se base sur très peu de choses, voire rien. Personne ne connaît l'avenir. Il n'y a rien de factuel, rien de personnel dans les pronos que je vais faire. Voilà. Ce sont juste des pronostics. Je vais laisser parler, comme vous le ferez en commentaire, mon feeling de l'hiver, et ce, avant même les essais de Bahreïn, ce qui rajoute une difficulté, ce qui rajoute de l'inconnu. Mais je vous fais une promesse, dans cette vidéo, rien n'a été laissé au hasard. J'ai d'ailleurs pris beaucoup de temps à la faire, car tout est calculé au point près. Il y en a 2660 à prendre, et il n'en manquera pas un seul en tout cas. Tout ce que j'ai fait se tient mathématiquement, aucun prono ne se contredit, j'y ai vraiment veillé, j'ai beaucoup travaillé, et du coup j'ai hâte de vous présenter ça. Comme chaque année, on commence avec ce que je préfère peut-être, c'est le duel entre les coéquipiers avec à chaque fois deux pronostics. D'abord, la répartition du total de points entre les deux et leur face-à-face en qualification. Qualif sprint comprise, évidemment. Le pourcentage de points entre deux coéquipiers peut être énormément influencé par un seul résultat dans la saison, surtout pour les équipes qui marquent peu de points. Donc pour ces équipes-là, c'est pas forcément ultra représentatif, mais en gros, quand vous voyez mon pourcentage, plus que les points, essayez de vous dire que je tente là d'illustrer le rapport de force entre les deux. Bref, on attaque avec le fond du classement 2024 et donc Sauber, où je vois Hülkenberg logiquement dominer le rookie Bortoleto. Non pas que je ne crois pas en lui ou en son talent, mais entre l'adaptation nécessaire à la Formule 1 et le niveau que j'anticipe de la Sauber, on a vu l'an dernier, ça va être dur pour lui de s'illustrer avec des points. Surtout qu'en face, il y a clairement une référence, Hülkenberg, qui sort d'une excellente saison, qui a énormément d'expérience et qui peut faire les petits exploits pour aller marquer les quelques points. D'où le 70-30 niveau points, même si c'est un total qui ne dira pas tout de la réalité de leur duel. Et j'ai mis 21-9 en qualification. Vous verrez ce que j'ai mis pour les autres rookies. C'est peut-être un petit peu en dessous, mais ça ne voudra pas forcément dire que c'est mauvais. Et chez Williams maintenant, duel très intéressant, peut-être celui que j'attends le plus cette année, vous le savez, entre un Sainz très solide et dont on connaît déjà la valeur, et un Albon qui va être testé, mais un Albon qui connaît déjà Williams, et c'est pour ça que je lui donne un léger avantage. Je pense qu'il va démarrer avec un temps d'avance, que Carlos est plus intéressé que lui par le moyen terme plutôt que le court terme, et puis oui, je crois Albon capable de rivaliser, de jouer dans la cour de l'Espagnol sur cette première saison ensemble. Ça donne ce 52-48 niveau points et ce 16-14 en qualif, le duel le plus serré de l'année. Je reviendrai ensuite sur la place des deux pilotes plus en détail. On arrive chez Racing Bulls avec un autre rookie, le plus intéressant de tous pour nous évidemment, Isaac opposé à Tsunoda, qui mine de rien devient une belle référence du midfield, puisqu'il est en Formule 1 et dans la même équipe depuis 5 ans. Logiquement, le japonais est attendu devant, surtout au début, mais comme j'y viendrai, j'imagine Racing Bulls avoir peu d'opportunités de points, c'est pas évident pour le rookie, et l'écart, le pourcentage peut se creuser vite. Je donne donc 64-36 en faveur de Yuki, encore une fois à comparer avec ce que je vais donner aux autres rookies, et 19-11 en qualif, mais très clairement je pense qu'il y aura un peu deux phases, et je m'attends à ce que sur la deuxième partie de saison, Isaac monte vraiment en puissance et puisse jouer quasiment au final, yeux dans les yeux, avec son coéquipier. Chez As, j'ai quasiment la même vision entre Ocon, qui est le leader, qui va dominer le rookie Birman, mais il n'y aura pas non plus une masse énorme de points, et le jeune a aussi du talent, comme chez Racing Bulls. Du coup, voilà, j'ai 66-34, un peu plus de points pour Ocon face à Birman que pour Yuki face à Isaac, et 19-11 en qualif, la même chose. Voilà, sur ces duels rookie expérimentés, pas vraiment de surprise, parce que j'imagine vraiment un premier temps d'adaptation qui ne sera pas évident. Puis voilà, Ocon pour moi va faire une saison très propre, un peu comme Hulk l'an dernier dans la Haas, donc pas facile pour un rookie
face à ça. Pour Alpine maintenant, je suis un peu embêté car d'entrée de jeu, il nous faut répondre à la question: Douane va-t-il faire l'entièreté de l'année? Du coup, je m'avance sur la suite de la vidéo et je réponds non. Je n'ai pas d'infos, je ne souhaite évidemment pas ça à l'Australien, mais j'ai l'impression que son destin est déjà coincé quand on voit son patron, quand on voit la place que prend déjà Colapinto. Donc je me dis que s'il ne fait pas un début de saison exceptionnel, ce qui serait logique vu son statut, eh bien ça ne sent pas bon. En tout cas pour moi aujourd'hui, il a plus de chances d'être évincé rapidement que d'être là à Abu Dhabi. Je veux bien votre pronostic. De l'autre côté, il y a Gasly qui pour moi va faire une top saison, j'ai pas de doute sur lui et je pense qu'il va prendre du coup 85% pardon, des points d'Alpine contre 0 pour Douane, viré sans être entré dans le top 10. Et donc les 15% restants sont pour Colapinto qui va probablement le remplacer. Et en qualification, je donne 25-0. 5 en faveur de Pierre face à Jack plus Franco. Clairement, je vois un Pierre dominateur, excellent, qui ne se pose pas de questions toute l'année. Un rookie à qui on ne va pas laisser le temps de faire ses preuves. Et un demi-rookie qui ne va peut-être pas se montrer totalement à la hauteur des attentes parce que j'étais un petit peu refroidi par la fin de saison dernière. Chez Aston maintenant, on a sûrement un des duels les moins serrés et les moins intéressants de la grille. On l'a vu lors des dernières saisons, je m'attends sensiblement à la même chose. L'an dernier, c'était 73% des points pour Alonso. Là, j'en donne 75. C'était 21-7 au final en qualif quand on enlève celles qui n'ont pas compté. Là, je donne 21-9. Pas grand chose à dire. De toute façon, je développerai sur Aston, mais globalement, le mot d'ordre sur Aston pour moi avant la saison, c'est pas grand chose à dire. On rentre dans les top teams et j'imagine un George Russell extrêmement costaud chez Mercedes où il va être le leader normalement incontesté, où il a l'expérience, où il a fait une très bonne saison l'an dernier. Tout ça face à un Antonelli qui va avoir très clairement, je pense, des flashs de talent, des vrais moments où on va se dire « Ah oui, il a quelque chose de spécial », mais voilà, qui va sûrement être un petit peu loin, surtout le dimanche. C'est très compliqué pour les rookies, encore plus quand tu démarres directement dans une Mercedes, quand tu as autant de regards braqués sur toi. Donc pour ce qui est des moments couperés, les duels en qualif, les points, logiquement il va prendre un petit peu cher. Vous voyez qu'il prend un peu plus cher que Bierman ou que Isaac Hadjar, c'est logique. Ça donne 68-32 niveau points, 22-8 en qualif dans une Mercedes face à Russell. Ouais, ça augmente encore le niveau de difficulté. Chez Red Bull, je m'attends au même Verstappen que chaque saison, mais peut-être d'un point de vue de l'équipe à moins de succès que les années précédentes, donc moins de points à aller chercher, moins de gros points à aller chercher. Cela va aider Lawson, que je vois également un petit peu mieux s'en sortir que Perez. Donc là où le Mexicain n'a pris que 26% des points l'an dernier, là j'en donne 31% au Néo-Zélandais. Et contre un 29-1 en qualif l'an dernier, là je donne 27-3. Bon, la qualif, Verstappen est trop fort, mais je me dis, voilà, une erreur, une fois Lawson qui surprend, un truc sous la pluie, voilà. Il y aura peut-être 3 fois où va se faire battre. C'est fou avant une saison d'avoir même du mal à imaginer 3 qualifs où Verstappen peut être battu, mais voilà, je tente le coup. Alors attention maintenant, on arrive chez Ferrari, le duo de pilotes le plus anticipé de la saison. Pas facile à pronostiquer non plus, puisqu'en fait on ne sait pas vraiment aujourd'hui où en est Hamilton avec ce qu'il a vécu chez Mercedes récemment, et puis il va devoir s'adapter à Ferrari et à la Ferrari. C'est pour ça que je mets Leclerc de peu devant au niveau des points, 52-48, et un peu plus devant en qualification, 18-12, la qualif. Un des points forts de Leclerc, même si l'an dernier ça a été un petit peu moins le cas, et un des points plus faibles récemment pour Lewis. Disons qu'au début, je m'attends à ce que Leclerc soit à 58-60% des points de l'équipe, ce qui serait logique vu que Lewis arrive seulement. Puis ensuite, ça va doucement s'équilibrer pour finir en fin de saison à un coup l'un, un coup l'autre. Ce qui à l'arrivée donnerait ce 52-48. Voilà à peu près ma vision du duel entre Hamilton et Leclerc. Je veux évidemment vos avis là-dessus, comme sur tous les autres, mais sur celui-là particulièrement, parce que c'est évidemment un des points les plus chauds de la saison. Et pour terminer, chez McLaren, rappelons déjà les chiffres de l'an dernier, 56-44 en faveur de Norris et 24-6 en qualification. Je m'attends à une progression d'Oscar cette année, ok, pour sa 3e saison, mais je m'attends aussi, vous le verrez, à un Norris plus fort, plus intraitable, qui a appris par rapport à l'an dernier, et le tout avec une monoplace extrêmement forte qui permet tous les week-ends de prendre des gros points, des podiums. Donc je passe seulement pour Piastri à 55-45 et 20-10. Certains trouveront peut-être ça dur, mais je n'ai pour l'instant pas vu assez de preuves pour croire que l'Australien puisse être proche, voire devant de manière régulière. Et on le sait en plus avec une top voiture
tel que j'imagine la McLaren l'être, ben, l'écart de pourcentage peut vite se creuser parce que entre P1 et P3, il y a un plus gros pourcentage d'écart qu'entre P7 et P9. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi pour ça que les pourcentages des top teams et des équipes plus petites sont pas faciles à comparer. De toute façon, tout ça va sembler bien plus clair au fur et à mesure de la vidéo. Vous avez un petit peu comment j'anticipe les duels. Maintenant, on passe au championnat constructeur et ensuite on aura le championnat pilote. Championnat constructeur d'abord chez moi, car pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui est la base de mon pronostic, car à mon sens, le niveau de la voiture influence plus le championnat que le niveau du pilote. J'ai pas dit que le niveau du pilote l'influençait pas, mais j'ai dit que le niveau de la voiture était plus important parce que pour moi, un pilote est limité par les capacités de sa machine et donc dans ma vidéo, c'est plutôt mon championnat constructeur combiné à mon duel de coéquipiers qui crée mon championnat pilote, vous allez le voir. Il y a également quelque chose d'important pour cette saison, c'est que tout le monde va avoir 2026 en tête et que je pense que au premier tiers de la saison, chaque équipe va regarder où elle est et se demander si ça vaut le coup de continuer à investir énormément de temps et d'argent sur 2025. Certains vont lâcher un petit peu plus vite que d'autres vont devoir continuer car ils sont à la lutte pour de belles positions. Donc attention, les dynamiques du début de saison pourraient en fait se prolonger jusqu'à la fin puisque tout le monde peut décider d'un statu quo car certains peuvent décider que la saison n'en vaut pas la peine. Bref, attention parce que ça peut expliquer aussi certaines positions, certains écarts dans mon classement. 2025, dernière année des règlements, sera particulière. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2660 points à distribuer. Voici donc ma répartition. En 10e position, j'ai Sauber avec 7 points environ, 3 de plus que l'an dernier, ça voudrait dire. Voilà, là, il n'y a pas de surprise, ils étaient clairement en dernière force en 2024. Ils sont un petit peu apathiques en attendant l'arrivée d'Audi. Il n'y a eu aucun grand changement cet hiver, la nouvelle voiture n'a pas l'air révolutionnaire. Il y a en plus un rookie qui est dans l'équipe, donc clairement, ils sont les favoris à la dernière place. Attention quand même, on peut les imaginer moins largués que l'an dernier, d'autant qu'il y a la présence d'Hülkenberg qui personnellement me rassure car je l'estime au-dessus de ce qu'a fait Bottas sur les dernières saisons. Donc je me dis clairement que l'Allemand pourrait convertir quelques occasions de points. Et voilà, il y a tellement de monde devant, j'imagine pas de grande révolution, donc c'est pour ça qu'ils sont derniers. Je me dis juste qu'ils vont être moins loin et qu'ils vont éviter le 0 avec plus de panache que l'an dernier où ça s'était joué sur une course où il y a eu d'un coup 4 points. Non, là il y en aura 7, mais acquis avec plus de mérite, plus de régularité. Voilà, peut-être 3, 4, 5 entrées dans les points, ce qui serait déjà 5 fois mieux que l'an dernier, quoi. 9e, Racing Bulls avec 24 points, ce qui en ferait perdre 22 par rapport à l'an dernier et une place de perdu au championnat. En fait, c'est pas forcément dur ou catastrophique. En fait, j'imagine sensiblement la même saison que les deux dernières. Ils ont pris 25 points en 2023, donc on se retrouverait dans les mêmes eaux. C'était 46 l'an dernier où c'était un petit peu mieux, mais voilà, je ne vois pas de raison pour lesquelles le plafond de verre de l'équipe se briserait cette année. Et contrairement à l'an dernier, il y a peut-être une ou deux équipes que j'imagine plus fortes autour d'eux. Donc pour moi, c'est pas forcément une saison plus catastrophique que les autres, juste qui paraît moins bien au niveau du classement parce que les autres sont meilleurs. Mais globalement, on est sur une équipe qui n'a pas quitté le flop 3 depuis 2021. On va rester sur la même chose, d'autant que voilà, il y a Isaac qui est un rookie. Vous savez à quel point je l'estime, mais il y a d'autres équipes dans le midfield qui n'ont pas de rookie. Ça peut compter. Et Tsunoda, qui est le leader de l'équipe, ce n'est pas pour moi le meilleur leader, le plus costaud, le plus fiable des équipes de cette zone-là. Donc ouais, je vois pas forcément de catastrophe du côté de Racing Bulls, mais à l'arrivée, par rapport aux autres, par rapport à leur forme de ces dernières saisons, par rapport à ce plafond de verre, bah ça fait 9e. 8e, Aston Martin avec 35 points, environ 60 de perdus par rapport à l'an dernier et 3 places de moins. Alors là, voilà, c'est peut-être ma plus grosse surprise, l'un des résultats les plus choquants de mon pronostic. J'ai hâte d'avoir la position à laquelle vous mettez Aston Martin. En fait, je n'entame pas 2025 avec beaucoup d'espoir les concernant. Déjà, vous le savez, je ne suis absolument pas satisfait des derniers mois. La dynamique depuis fin 2024 n'est pas bonne, elle est même plutôt catastrophique en fin d'année dernière. Encore une fois, ils n'ont pas su développer. C'est un problème qui remonte au premier tiers de 2023. Quand on regarde dans le détail, la fin d'année dernière, le dernier quart, le dernier cinquième de la saison, ils ne sont plus cinquièmes comme ils l'ont été au constructeur, mais ils sont plutôt 7e ou 8e force. Donc leur réalité
est moins belle que ce que le classement ne laisse transparaître. Et puis aussi, concernant cette équipe, il faut le dire, il y a un éléphant dans la pièce. Il est évident qu'ils ont déjà la tête à 2026. Ils misent absolument tout dessus. Là, il peut y avoir un changement qu'il ne peut pas y avoir en 2025. Puis voilà, Newey, l'équipe autour de lui, l'usine, tout ça n'est pas encore entré en fonction, n'a pas participé à la voiture de 2025. Quand ils vont arriver, ils vont penser qu'à une chose, c'est 2026. Donc pour moi, c'est peut-être l'équipe qui se fiche le plus de 2025. Je serais même peut-être pas étonné qu'il lâche un petit peu la saison, pas complètement, mais voilà, il n'y aura pas énormément d'efforts. On ajoute à ça Lance Stroll qui t'empêche toujours de prendre un gros total de points, qui t'en coûte énormément. Un Alonso qui, je pense, sera en mode tranquille parce qu'il sait que l'important c'est la saison prochaine. Et donc ouais, mon pronostic, ça donne cette 8e place pour une saison un peu dure, un peu anonyme, finalement une saison d'attente pour Aston Martin. Mais cette 8e place permettrait d'avoir plus de temps en soufflerie. Donc au final, je me demande si c'est pas le meilleur scénario pour eux. 7e, As, 43 points, une quinzaine de moins que l'an dernier, mais la même position. Je suis franchement un petit peu embêté car j'aimerais énormément mettre As plus haut, 6e, 5e, parce que franchement, je suis très emballé par les progrès et les projets de l'équipe depuis un an. Et voilà, je ne pense pas que le soufflet va retomber cette saison. Je leur vois faire une année sensiblement identique à 2024. Donc voilà, je voudrais la mettre plus haut, mais je peux pas, j'y arrive pas. Déjà, il faut le préciser, pour cette deuxième partie de tableau, si on reste sur une hiérarchie où il y a 4 top teams, ça veut dire qu'à la régulière, il y a 2 places dans les points chaque week-end, 3 points, donc compliqué pour tout le monde d'en marquer, et du coup, ça veut dire que les quelques grands prix fous de la saison, où il y aura des 6e, 7e, 5e places à aller chercher, ils vont faire peut-être les 3/4 du boulot pour ces équipes. Et à ce petit jeu, je vois As être constante, être très souvent entre la 8-9e position et la 11-12e. Mais du coup, concrétiser avec peu de points et peut-être se faire avoir par rapport à d'autres équipes qui vont être capables d'aller chercher de plus gros points. Donc c'est pas une mauvaise saison. Il y a aussi le rookie Beerman à prendre en compte. Un rookie, pour moi, ça te coûte des points face aux autres, même si on sait que Beerman est talentueux. Je suis le premier à le dire très clairement. Et puis j'imagine une concurrence très forte autour. Donc avec tout ça, malgré un Ocon que je vois sensiblement dans les mêmes eaux que Hülkenberg l'an dernier, eh bien je vois As perdre quelques points, mais rester quand même à cette 7e place qui, il faut le rappeler, resterait un des meilleurs résultats de l'histoire de l'écurie. Et surtout, je la vois continuer sa progression, sa stabilisation, sa structuration sur et en dehors de la piste. C'est pour ça qu'à l'arrivée, je suis un petit peu deg de pouvoir les mettre que 7e avec des points en moins. Mais je pense que ça ne voudra pas forcément dire que la saison est ratée. 6e, Williams, 58 points, 41 de gagné et 3 positions en plus. C'est mon plus gros gain de la saison. Je les vois faire un bond dans le classement. Mais attention, pas grâce à une révolution, à une équipe qui ça y est a tout compris. Non, juste grâce à une saison plus propre. Déjà, contrairement à l'an dernier, il ne démarre pas la saison après un hiver catastrophique, avec une voiture qui a 2 mois de retard, avec des pièces qui manquent jusqu'au 5e ou 6e Grand Prix de la saison. Voilà. Là, ils ne vont pas rater un quart de l'année, ça fait déjà une grande différence. Aussi, on sait à quel point il y a eu des crashs beaucoup trop nombreux l'an dernier, ça a tué leur saison. C'est impossible qu'il y en ait autant cette année. Donc clairement, si on fait un peu le fil, Williams a manqué peut-être la moitié de l'année l'an dernier quand on prend le début et les crashs. Donc mathématiquement, ça va déjà aller mieux cette année. Ils vont être moins dans le stress, ils démarrent sur une bonne base, ils vont pouvoir dérouler le fil de leur saison normalement, ils vont avoir plus d'opportunités, peut-être mieux les concrétiser. Voilà, ça va être une saison clean pour une équipe qui est enfin clean, donc ça déjà, ça change énormément de choses. Et puis, il y a le duo de pilotes qui est extrêmement costaud. Pour moi, c'est le meilleur duo de pilotes de la deuxième partie de tableau des 6 dernières équipes. Très clairement, avec Carlos Sainz, qui est pour moi le meilleur pilote de ces dernières équipes, très clairement. Son retour technique va apporter des gains tout bêtes. Ça fait enfin aussi la première fois depuis très longtemps que Williams a 2 pilotes. On a un Albon qui récemment dans le midfield, quand la voiture était capable, il a prouvé qu'il savait prendre beaucoup de points. Donc ouais, très clairement, je vois Williams pas forcément tout changer, mais juste être mieux, être normal, être bonne dans tous les domaines. Et du coup, tu passes de 9 à 6. Alors attention, il faut dire que comme Aston Martin, eux aussi auront très vite la tête à 2026, mais ça ne m'effraie pas. Je me dis juste qu'avec une base plus saine, de bons pilotes et enfin une saison normale, Williams va jouer tous les week-ends pour les derniers points, va en prendre plus, a des pilotes capables de capitaliser sur les grands prix fous.
Donc en se basant sur tout ça, bah ouais, je vois Williams faire le gros coup de la deuxième partie de tableau. Cinquième, Alpine, 78 points, une petite quinzaine de plus que l'an dernier. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, il s'est encore fait avoir. Et oui, sur le papier, c'est clair qu'on a le droit de penser ça. Il y a plein de raisons de ne plus faire confiance à Alpine. On a énuméré ça largement sur les dernières saisons qui parlent clairement d'elles-mêmes. Il y a l'incertitude autour de Douane et de Colapinto. Il y a un manque de stabilité complètement récurrent. Il y a des bêtises à chaque fois qui gâchent d'énormes points. Voilà. Tout ça, j'ai vu très clairement, mais je mets quand même Alpine 5e. En fait, j'ai le sentiment qu'en fin d'année dernière, la bonne direction technique a enfin été trouvée. Ils étaient la 5e force à Abu Dhabi. Et en plus, j'ai une totale confiance en Pierre Gasly pour être l'un ou le meilleur du midfield. Donc, avec tout ça, qui est déjà énorme, Alpine qui démarre théoriquement en 5e force, Gasly, Aston qui glisse, les autres pas forcément au niveau. Bah ouais, je vois Alpine démarrer à sa place et tenir cette 5e place avec seulement 13 points de plus que l'an dernier. Donc rien de fou, pas une saison exceptionnelle, juste une saison où Alpine va battre ses concurrentes du midfield, notamment grâce à un Pierre Gasly ultra régulier. Cette année encore, je vois un top 4 ultra dessiné. Il y avait 360 points d'écart entre P4 et P5 l'an dernier. J'en donne 340 cette année. Et encore une fois, c'est Mercedes que je laisse à la 4e position. Et oui, je n'arrive pas à croire à leur traditionnelle déclaration optimiste de l'hiver. On a vu en 2024 que malgré leurs 4 victoires, les soucis de fond n'étaient pas réglés. Du coup, clairement, je ne les imagine pas cette année être aux avant-postes, en tout cas pas de manière régulière. Et j'imagine au moins 2 équipes avoir un temps d'avance sur eux. Et un temps d'avance qui, on l'a dit, avec le développement, se creuse au fur et à mesure de la saison. D'autant que c'est un Mercedes un peu nouveau, qui ouvre une nouvelle page, qui va aussi être en transition et qui, je pense un petit peu plus à l'avenir, c'est-à-dire 2026 et au-delà, qu'à cette pure saison 2025. 2026, changement de règlement que Mercedes ne doit absolument pas rater pour enfin rejouer devant. En plus, ça parlera beaucoup du moteur qui est une de leurs spécialités. Et aussi, il y a Antonelli. Passer d'Hamilton au jeune italien, ça va forcément te coûter des points parce qu'il n'a pas son niveau, il n'a pas son expérience, il va demander de faire des erreurs, de s'adapter. Donc très clairement, j'ai un Mercedes qui cette année risque d'être un petit peu entre deux. Du retard sur les tout meilleurs comme on le voit depuis 3 ans, plus cette situation un peu spéciale avec un rookie et l'an prochain en tête. Je les vois donc encore un petit peu en retrait parmi les top teams comme l'an dernier. Je vois un George Russell qui fera son maximum, qui prendra parfois de beaux résultats, mais qui ne pourra pas aller plus loin que la limite de sa machine et empêcher une saison qui sera finalement assez semblable à 2024, sans Lewis et avec un virage à ne surtout pas rater en 2026. En 3e position, je laisse également Red Bull avec un petit peu moins de 500 points, un peu plus de 100 points perdus par rapport à l'an dernier. Là aussi, on va rester sur une sorte de continuité et même d'aggravation de la dynamique récente, puisque je vois Red Bull rester plus ou moins dans l'état de forme dans lequel elle est depuis l'été dernier, c'est-à-dire portée par Verstappen, mais avec une voiture pas constamment capable de jouer la victoire face à Ferrari et McLaren, qui sont donc, vous l'avez compris, les 2 équipes que je vois se détacher devant. Max va choper quelques victoires, on le connaît, va être capable de prendre des gros résultats, de faire mieux que prévu, voilà, très clairement. Mais pour moi, ça va quand même être moins possible que l'an dernier. Les soucis internes de l'équipe ne sont pas encore totalement réglés. Le retard technique était encore existant lors des dernières courses. Pour moi, on n'y est pas encore totalement. Et en plus, je me dis que plus la saison va avancer, si jamais l'écart se creuse, si jamais 1 ou 2 titres s'éloignent un petit peu par rapport aux 2 équipes de devant, eh bien on va doucement transitionner sur 2026 où là pour le coup l'équipe ne pourra pas du tout se rater encore une année et on le sait, elle va devoir répondre à beaucoup de défis, le moteur, être capable de se reconstruire. Donc clairement Red Bull, un peu comme Mercedes, est dans une situation bizarre. Et puis il faut aussi dire que généralement ils n'ont qu'une seule voiture, alors même si j'imagine Lawson relativement bien s'en sortir par rapport à son inexpérience et par rapport à ce qu'a fait Perez avant lui, voilà, c'est impossible de compter sur 2 voitures chez Red Bull et ça va encore une fois coûter très cher, beaucoup de points. Tout ça fait que pour moi, l'équipe Red Bull va être détachée des 2 équipes de devant, surtout dans cette saison de 2025 où la dynamique, on va se figer à partir d'un moment et aller jusqu'au bout comme ça, ce qui va creuser un bel écart.
Donc clairement, je vois un duel pour le championnat entre Ferrari et McLaren, les deux meilleures équipes de l'an dernier, les deux équipes que je trouve les mieux armées en termes d'équipe et de pilotes pour répondre aux défis de 2025. Je ne vois finalement que l'OVNI Verstappen pour jouer de temps en temps avec elle. Il y aura une lutte, ce sont des équipes qui vont aussi développer jusqu'au bout, creusant un énorme écart. Je les ai mis près de 250 points devant Red Bull. C'est très dur de trancher à l'instant T. Honnêtement, je vais même le dire de manière très claire. À l'instant T, il n'y a que le feeling pour dire si on choisit l'une ou l'autre. On ne se base sur rien. Et donc moi, je vais donner le titre à McLaren pour une petite vingtaine de points d'avance. C'est ultra dur de les départager très clairement, j'ai hâte de voir le choix que vous allez faire. Mais voilà, j'ai une énorme confiance en McLaren que j'imagine hyper forte et qui est sur un sans faute technique depuis très longtemps, 2-3 ans. Ils ne ratent aucune amélioration, ils améliorent sans cesse. Ils ont été aussi l'an dernier les meilleurs en termes de performance pure sur tous les types de circuits, ils ont été ultra complets, ils ont gagné le championnat constructeur même en faisant énormément d'erreurs, en gâchant énormément de points, même en démarrant la saison en n'étant que la 4e force, en étant bon qu'à partir de Miami, ils ont quand même gagné. Donc cette année, c'est démarre directement en haut, avec la meilleure voiture, puisqu'ils ont l'avantage depuis l'an dernier, qu'ils ont appris un petit peu des bêtises de l'an dernier, en fait, je les vois faire mieux qu'une saison où ils ont déjà remporté le titre. Ils ont de la marge de progression, c'est ça qui est un petit peu fou. Donc pour moi, ils sont clairement favoris. Les pilotes aussi peuvent faire mieux les deux de leur côté. Donc ouais, j'ai le sentiment que ça va être l'année de la confirmation, l'année de la maturité pour McLaren. En tout cas pour moi, ils entament la saison comme les favoris. Et dans mon prono, je les vois assumer ce statut. Du côté de Ferrari, il y a évidemment énormément de raisons d'être optimiste et je les vois encore une fois passer un palier. Mais attention, je me dois de rappeler un petit peu le traditionnel emballement de l'hiver. On voit ça depuis 15 ans. Ce scénario, on le connaît et là, il est encore plus fort vu l'arrivée d'Hamilton et l'énorme hype. Très clairement, on est sur une équipe qui réunit tous les critères pour être championne constructeur. Il n'y a pas photo, c'est très clair si vous faites le choix Ferrari. Absolument, je les ai mis que 20 points derrière McLaren. Mais voilà, il y a un Lewis qui va devoir s'adapter à la voiture. Je ne l'attends donc pas à 100% dès le début. C'est logique, comme pour tous les nouveaux. Et puis voilà, techniquement, il y a eu tout au long de l'année dernière, jusqu'à la fin de l'année, un retard quasiment partout sur McLaren. Un petit retard, mais qui n'a pas encore été comblé. Alors oui, il y a plein de motifs d'espoir. Il y a le meilleur duo de pilotes de la grille. Mais je reste sur l'impression que me laisse McLaren et je leur donne donc ce court avantage. Et pour être totalement complet, parce que je veux vraiment tout avoir détaillé dans cette saison, je vais vous donner mon décompte des victoires. Je n'en donne aucune pour les équipes classées de la 5 à la 10e place. Aucune également pour Mercedes, ce qui peut faire mal. J'en donne 5 à Red Bull, 8 à Ferrari et 11 à McLaren. On les répartira ensuite entre les pilotes. Et justement, on passe maintenant au championnat pilote qui, vous l'avez compris, découle clairement des duels de coéquipiers que j'ai donnés en début de vidéo et des points que j'ai donnés aux équipes. Maintenant, c'est presque juste un calcul mathématique. Duel plus constructeur égale pilote. Et donc en dernière position, on a Douane sans le moindre point. Voilà, sans surprise, je l'ai dit, je l'imagine être évincé rapidement sans avoir eu l'occasion de faire de top 10. On aura donc aussi 21 pilotes cette saison avec l'arrivée de Colapinto. Bortoleto, lui, sera 20e avec 2 points. Vu le niveau de sa voiture que j'ai pronostiqué et son statut de rookie, difficile de l'imaginer prendre beaucoup de points. Mais voilà, je ne le laisse pas à zéro, ce qui est déjà plutôt pas mal, plutôt très fort dans la Sauber. Je le vois être dominé par Hülkenberg, mais faire un ou deux gros coups d'éclat avec des entrées dans le top 10. Au final, cette 20e place, très clairement, elle sera anecdotique vu le niveau de sa machine et on le jugera vraiment dans son duel par rapport à Hülkenberg et dans son évolution. Hülkenberg, justement, que j'ai placé juste au-dessus. Voilà, voiture trop mauvaise pour faire mieux, mais tout de même plusieurs entrées dans les points et 5 à l'arrivée, ce qui est plus que Bortoleto. Et j'imagine aussi Hülkenberg être constamment entre la 11e et 13e position, être vraiment là, capable de jouer les points. Si ça s'ouvre, il sera là. Malheureusement, des 11e, des 13e positions, on ne le verrait pas dans le classement par points. Stroll est 18e avec 8 points, et oui, c'est logique, hein, dans cette Aston Martin que j'imagine en chute libre et assez désintéressé de la saison, eh bien, Alain Stroll, qui est constamment l'un des 3 pilotes les moins bien notés, l'un des 3 moins bons pilotes de la grille, même là encore s'il y a des rookies, bien oui, je pense qu'il va prendre cher face à Alonso, marquer très peu de points, et donc logiquement terminer très bas. Ensuite, j'ai Isaac Hadjar à
à la 17e position avec 9 points. Forcément, quand on conduit la voiture qui va terminer 9e du championnat constructeur, qu'on fait sa première saison en Formule 1 et qu'on dispute un duel honorable mais perdu face à Tsunoda, bah voilà, ça donne cette place. Je l'imagine prendre 9 des 24 points de l'équipe, ce qui serait déjà pas mal et qui le place donc 17e. Et dans la conversation pour le rookie de l'année, un rookie de l'année qui va être très dur à attribuer cette saison. Juste au-dessus, c'est Colapinto. Évidemment, c'est pas évident de se projeter car il faut déjà imaginer son retour sur la grille, mais s'il revient bien au bout de quelques courses dans une Alpine qui aurait le potentiel pour terminer 5e, je l'imagine réussir ponctuellement à prendre des points dans ce midfield serré, mais voyez que finalement 11 points vu le potentiel de l'Alpine et les 18-20 Grands Prix qu'il va courir, c'est pas non plus énorme. Tout ça, c'est parce que je pense clairement que le Colapinto qu'on a vu à la fin de saison chez Williams se rapproche plus du vrai Colapinto que celui qu'on a un peu fantasmé sur ses premiers Grands Prix. Donc au final, il y aura quand même des points pour Franco s'il prend la place de Douane, mais je pense moins qu'espéré. Je pense qu'il va un petit peu, non pas décevoir, mais refroidir. Ensuite, j'ai une égalité entre Tsunoda et Biermann avec une quinzaine de points. Voilà, je rappelle que les points, pas prendre ça au pied de la lettre, hein, c'est un ordre d'idées. D'un côté, j'ai Tsunoda qui va être le leader d'une faible Racing Bulls, sans être non plus extrêmement écrasant sur un rookie, donc c'est pas non plus exceptionnel. Et de l'autre, j'ai Biermann qui devrait prendre un total de points assez logique, assez raisonnable pour un rookie dans la Haas que j'imagine cette saison. Juste au-dessus, c'est Alonso avec 27 unités. Je le vois terminer à sa pire position depuis 2017. La faute, clairement, à cette Aston Martin en retrait, mais dont il va tirer quand même le maximum en marquant les 3/4 des points. En vrai, si ça se passe vraiment comme ça, qu'il marque 27 points, qu'il termine 13e, pendant que Stroll est tout en fond du classement, ce sera quand même encore une fois une grosse saison pour l'Espagnol qui, très clairement, va surtout penser à la prochaine. Une nouvelle égalité à la porte du top 10 entre Ocon et Sainz avec une trentaine de points. Clairement, ne prenez pas ça au point près, mais voilà ce que ça donne si j'applique à la lettre mon pourcentage et mon constructeur. D'un côté, j'ai un Esteban qui va faire son maximum chez Haas, je l'ai dit, quasiment comme Hülkenberg l'an dernier, qui va même aller jusqu'à quasiment prétendre à la première partie du tableau, ce qui est quand même pas mal. Et de l'autre, j'ai Sainz qui est exceptionnel, le meilleur pilote de tous ceux qu'on a cités pour l'instant, je pense, et qui lui découvre la Williams. Il va aider l'équipe à prendre un total de points, mais aussi l'aider à se développer pour l'avenir. Donc finalement pour Sainz, c'est plus une saison de préparation, d'installation, que vraiment une saison qui compte durement. C'est pour ça aussi que je l'imagine moins dominateur dans son duel. Et donc tout ça nous donne Albon dans la première partie de tableau, parce que comme je l'ai dit, je le vois être un poil devant Sainz. Là, ça donnerait 32 à 30 points. Vous avez un petit peu l'ordre d'idée que j'imagine, parce que lui, il a un temps d'avance dans la Williams, et on l'a vu aussi dans une voiture capable de prendre des points ces dernières saisons, même si c'était un petit peu moins le cas l'an dernier. Albon, c'est une des références du midfield. Je pense qu'il peut retrouver ce statut cette saison en se donnant à 120% et en ayant une voiture capable. Il a une situation plus stable que son coéquipier, et chez moi, ça se traduirait par un top 10. Mais donc sans surprise et large dominateur de ce midfield, car moins contesté en interne et avec une Alpine que je vois être la 5e force plus ou moins du début à la fin de la saison, eh bien j'ai Gasly en tant que meilleur des autres. Je pense qu'il va écraser tout ce qui bouge chez Alpine, et il va être un abonné au point quasiment tous les dimanches. Si je dois penser, pour moi il sera 9e tous les dimanches, très clairement. Et en plus, on sait que Pierre est capable d'être là quand il y a des grands prix fous pour aller capitaliser. En tout cas je le redis, Pierre Gasly, ça dépend évidemment du niveau de sa voiture, mais c'est un des pilotes sur lequel j'ai le moins de doutes en 2025. On arrive maintenant dans les top teams, et logiquement par rapport à leur inexpérience et par rapport à mon classement constructeur, j'imagine un duel entre Lawson et Antonelli pour les places 7 et 8 au constructeur, mais aussi finalement tous les week-ends à la régulière. Je pense que il va être un petit peu en retrait des autres vu la voiture et vu leur niveau, ça me semble logique. Et je me dis que Lawson va un petit peu mieux s'en sortir grâce à une Red Bull peut-être un petit peu meilleure, et aussi à une connaissance de la F1 un petit peu meilleure qu'Antonelli. Il a déjà 11 Grands Prix dans les pattes. Alors oui, c'est vrai, son rôle est plus compliqué. On a vu ceux qui sont passés à sa place ces dernières saisons, mais pour moi, il devrait arriver à faire mieux que Pérez, finalement prendre autant de points que lui quasiment, alors que Red Bull va en perdre près d'une centaine. Pour moi, il démarre avec un peu plus d'atouts et moins de pression aussi que Kimi, qui doit tout découvrir et qui aura tous les regards braqués. En plus, je le rappelle, dans une Mercedes que j'imagine un petit peu décrochée.
Donc c'est pour ça que j'ai mis Antonelli derrière Lawson. Mais j'anticipe un vrai duel entre les deux et j'ai hâte de le suivre. Logiquement, c'est Russell que je mets juste au-dessus des deux. Je le vois clairement faire de son mieux et dominer largement son coéquipier. Ça se voit dans l'écart de points. Mais voilà, je l'ai dit, il y a une Mercedes à qui je ne donne pas la moindre victoire et seulement quelques podiums. Donc ce sera une saison frustrante pour un George qui, à l'arrivée, n'aura pas grand-chose à se reprocher. Après, j'ai un top 5 avec les 5 seuls pilotes qui peuvent être champions, vu mon scénario constructeur, et c'est extrêmement dur de les départager. Je ne mets que 85 points d'écart entre le premier et le cinquième, ce qui ferait peut-être le top 5 le plus serré de l'histoire en pourcentage. Preuve que ça va être extrêmement tendu et qu'ils sont tous d'un niveau très proche. Mais voilà, il a fallu faire des choix. Et malgré le titre constructeur, je ne mets Piastri que 5e. C'est dur, même moi je ne suis pas totalement satisfait de ce choix, mais vous allez le voir, à 10 points près, à 15 points près, il pourrait quasiment être 3e. Donc au final, prenez plus les points que les positions, ça ne veut pas vraiment dire et c'est un peu sévère. Mais voilà, je le vois être dominé par Norris plus ou moins dans les mêmes proportions que l'an dernier, donc ça donne ça. Il va quand même prendre une cinquantaine de points de plus qu'en 2024. Il sera plus proche dans le duel, notamment sur les qualifications. Mais pour l'instant, il n'a jamais vraiment eu le niveau, en tout cas sur la durée ou même sur l'entièreté d'un week-end pour rivaliser avec son coéquipier. Donc quand t'es pas numéro 1, tu glisses au championnat, surtout si des pilotes s'intercalent, surtout quand chaque week-end tu te joues 25 ou 10 points. Ça fait 15 points d'écart, ça se creuse très vite. Gros pari maintenant, pas de 5e titre consécutif pour Verstappen et même pas de top 3, même si vous allez le voir, ça se joue clairement à 10 ou 15 points, donc voilà, je ne parie pas non plus sur une catastrophe pour Verstappen. C'est simplement que, vu que j'imagine Ferrari et McLaren se détacher devant, surtout au fur et à mesure de la saison, je me dis que cette fois, ça va être impossible de répéter le scénario de l'an dernier où il a pris le titre dans une voiture moins forte, dans la 3e force du peloton. On le connaît, il va arriver encore à gagner quelques fois, 5, je l'ai dit tout à l'heure, il va être sur le podium régulièrement, il va prendre des résultats quasiment tous les week-ends qui sont meilleurs que le niveau de sa machine, mais je pense que ça ne pourra pas suffire. Il y aura trop d'écart avec les autres voitures. Pour autant, quand on voit ce pronostic, sa place à l'arrivée au championnat, quand il est aussi proche des hommes de tête, finalement ce sera un exploit qui sera quasiment comparable à ce qu'il a fait l'an dernier. En 3e position, j'ai Lewis Hamilton de peu devant. Voilà, comme je l'ai dit, je l'imagine être battu de peu par un Leclerc en grande forme. Et j'imagine McLaren meilleur. Du coup, mathématiquement, ça donne la 3e place. Mais mon avis, ma phrase sur Hamilton cette saison, que je vais tenter de ressortir souvent, c'est que je ne lui demande pas, je n'attends pas de lui qu'il fasse mieux, puisqu'il débarque seulement chez Ferrari, puisqu'il doit répondre à plein de questions qui se sont posées ces dernières saisons. Mais finalement, s'il fait mieux, je ne serai pas hyper surpris parce que c'est Lewis Hamilton. Mais bon, pour l'instant, avec tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ça fait P3. Et donc, mon duel pour le titre cette année, il est entre Leclerc et Norris, mais comme je vois le Britannique plus dominer son coéquipier que le Monégasque et McLaren avoir un léger avantage sur Ferrari, eh bien oui, logiquement, mathématiquement, je donne le titre à Lando Norris. Mon raisonnement est le suivant, c'est qu'en fait, l'an dernier, il a marqué 375 points, alors que McLaren n'était pas devant sur les 5 premières courses, alors qu'il y a eu beaucoup de ratés de sa part et de la part de l'équipe. Donc cette année, avec une voiture qui serait bonne de bout en bout, avec une combinaison pilote-écurie plus prête, qui fait moins d'erreurs que l'an dernier, et avec aussi un Verstappen que j'imagine être moins capable, vu sa voiture, d'embêter en piste Norris, eh bien ouais, je le vois faire encore mieux, d'où les 35 points de plus malgré la forte concurrence. Donc dans ce scénario, le titre lui reviendrait. Quant à Leclerc, je l'imagine très bon, très fort, capable de devancer de peu Lewis Hamilton, ce qui reste quand même un énorme accomplissement. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, comme au constructeur, ma forte impression, mon fort sentiment sur McLaren qui guide ma prédiction, qui je rappelle est une prédiction. Il n'y a rien de factuel dans ce que je dis, c'est du prono, c'est du feeling. Et du coup, pour le décompte des victoires, ça donnerait 9 des 11 victoires de McLaren qui reviendraient à Norris et donc 2 pour Piastri. Leclerc lui prendrait 5 des 8 victoires rouges, ce qui en laisse 3 à Hamilton, qui gagnerait quand même 3 fois avec Ferrari pour sa première saison. J'ai hâte de ces moments-là. Et Max lui prendrait les 5 succès de Red Bull. Allez, on va maintenant terminer cette vidéo avec des petits pronos rapides. J'en ai 17. Il faut répondre à une question, à un prono, et on verra s'il se confirme en fin d'année.
Première question, Tsunoda sera-t-il encore en Formule 1 l'an prochain? Je réponds non, je crois qu'il ne sera plus chez la famille Red Bull, je crois qu'il n'y aura pas de place pour lui chez Aston Martin, je crois qu'il ne sera pas suffisamment fort ou impressionnant pour attirer d'autres équipes, donc malheureusement je pense que ça sent pas très bon pour lui. Deuxième question, Lawson sera-t-il encore chez Red Bull en 2026? Et là, pour le coup, je dis oui. Je le vois, vous le voyez, s'en sortir de manière très honorable. Je ne vois pas forcément d'autres candidats émerger, donc il va rester. Doohan finira-t-il la saison? J'ai répondu d'entrée de jeu, pour moi c'est un non. J'ai hâte d'avoir vos avis, mais je crois qu'on ne lui laisse pas beaucoup de chance. Côté Mercato encore, est-ce que Colton Herta sera titulaire chez Cadillac en 2026? Je réponds oui, mais attention, il lui faut un gros résultat en IndyCar, je crois un top 5 ou un top 3 pour avoir la super licence, donc c'est pas gagné, mais je pense qu'il est aujourd'hui favori. Et pour rester chez Cadillac, est-ce qu'un de ces pilotes, et si oui lequel, sera dans l'équipe l'an prochain? Bottas, Perez, Joe Magnussen, les 4 perdants de l'an dernier. Et je dis oui, je parie sur Perez de retour en Formule 1 l'an prochain. J'ai hâte de voir ce que vous votez. Où sera Verstappen en 2026? Attention, déjà un des gros sujets, mais je vais rester un petit peu conservateur. Je ne vois franchement pas beaucoup d'activités mercato cet été, donc je dis que Verstappen va rester chez Red Bull, tout comme Isaac va rester chez Racing Bulls. Une bonne première saison d'adaptation qui en méritera clairement une deuxième. Donc pour moi, ça ne bouge pas. Du côté des rookies, Victor Martin sans F1 en 2026. Personnellement, je vote non parce que je vois très peu de sièges s'ouvrir, surtout vu les liens qu'il a avec Alpine, etc. Je ne vois pas forcément l'opportunité pour lui, ce qui malheureusement sera un regret. Pour autant, je le vois bien performer en F2 où il est clairement un des favoris au titre. En revanche, pour ce qui est d'Arvid Lindblad en F1 en 2026, là je vote d'ores et déjà un grand oui. C'est le favori de la filière Red Bull très clairement, et pour moi ça peut être largement le remplaçant de Tsunoda pour un duel Lindblad-Hadjar chez Racing Bulls en 2026. Hamilton va-t-il remporter ses premiers Grands Prix, son premier Grand Prix chez Ferrari cette année? Voilà, comme je lui ai donné 3 victoires, il n'y a pas de suspense. Oui, pour moi, il gagne en rouge cette saison. Combien de podiums pour Antonelli dès cette année? J'en donne 2. Niveau difficile pour la Mercedes sur 24 Grands Prix. Je vois peut-être 2 grosses perfs, 2 folies, donc c'est déjà pas mal. Pareil pour Lawson, 2 podiums. Je pense qu'il fera des performances honorables, régulières, et que de temps en temps, il y aura cette petite récompense. En revanche, je ne donne pas de podium à Alpine, et d'ailleurs, je ne donne aucun podium aux équipes en dessous de Mercedes. Pour moi, il n'y aura pas de grosses surprises parce qu'il y a une hiérarchie qui est quand même assez établie devant. En revanche, toutes les équipes vont marquer des points. Là, je réponds oui, vous l'avez vu dans mon classement constructeur. Tous les pilotes vont marquer des points. Là, je réponds non à cause de Doohan qui partira trop tôt. Et puis, il reste 2 questions. La première, c'est qui sera le rookie de l'année? Une course que j'ai hâte de suivre, qui est dure à anticiper. Et je vais quand même voter Antonelli parce que même s'il sera bien dominé par Russell, il va jouer des positions qu'on ne demande pas de jouer aux autres rookies. Il va sortir quelques gros moments, donc je pense que ça lui reviendra. Et puis dernière question, quelle sera la paire de pilotes la plus serrée et la plus proche cette saison? Et vous l'avez vu dans mon duel, ça peut être Leclerc-Hamilton, mais je vote Albon-Sainz. Je pense vraiment qu'entre les deux, va y avoir un super duel. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo pronostic. On a essayé d'être absolument complet sur tout ce qu'on voyait et on pourra balayer ça dès la première heure des essais hivernaux qui arrivent cette semaine. Bon voilà, clairement je le répète encore une fois, c'est un pari, ce n'est ni un souhait ni une analyse, c'est juste du feeling et on rira tous ensemble de cette vidéo en décembre. Très clairement, maintenant ce qui m'intéresse, c'est une fois que ces pronostics sont rangés, on les regarde de temps en temps, mais maintenant on analyse vraiment ce qu'il se passe sur la piste. Et attention, j'ai pris des risques, j'ai voté, j'ai donné mon avis, j'ai classé. Je pense que si vous voulez vous moquer de moi, il faut absolument que vous ayez fait le même travail, donc soit dans les commentaires, soit dans le Google Doc qui est disponible en description. Chaque année, je peux avoir un vrai aperçu de ce que pense la communauté. Merci à tous de votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Perso, j'adore ce moment de l'année où on s'apprête à avoir les premières réponses, où on a tous un peu ce feeling qui peut s'écrouler très vite. J'ai hâte aussi de rentrer dans le dur de l'analyse de ce qui se passe réellement en piste à Bahreïn, puis en Australie, puis sur la suite de la saison. J'espère que vous serez avec moi pour suivre encore cette année de Formule 1. Merci à tous et on se quitte encore une fois avec Enzo Ferrari qui recherche activement mon adresse puisque je n'ai pas parié sur un titre constructeur pour Ferrari et que du coup je parie sur un record de disette pour la Scuderia, parce que ça ferait depuis maintenant 2008 qu'ils n'ont pas remporté de titre, et ça, je suis pas sûr qu'Enzo puisse y survivre. Allez, à bientôt.